Au mariage fastueux de ma sœur, mes parents ont exigé que je cède mon pantouse à leur nouvelle famille. Maman a crié, les enfants égoïstes ne méritent pas de succès. Papa a ajouté, les enfants de ta sœur ont besoin de vraies maisons. Ma sœur a ricané, enfin, j'obtiens ce que j'ai toujours mérité. Quand j'ai refusé, elle m'a giflé violemment devant 200 invités. Tout le monde s'est mis à rire. Je n'ai pas pleuré. J'ai choisi la vengeance qui les réduirait au silence à jamais. La flûte de champagne tremblait dans ma main tandis que je regardais ma sœur, Tania, glisser sur le sol en marbre de la grande salle de bal du Ritz-Carlton, sa robe Vera Wang sur mesure traînant derrière elle comme de la soie liquide. 200 invités s'étaient réunis pour assister à son mariage de conte de fées avec Nathan, un banquier d'investissement prospère qu'elle avait rencontré il y a à peine 8 mois. L'ironie ne m'échappait pas qu'elle se mariait pour l'argent tout en réclamant le mien. Je suis Elena, 32 ans, et j'ai travaillé comme une dingue pour arriver là où je suis aujourd'hui. Pendant que Tania était occupée à jouer à la femme au foyer avec divers petits amis tout au long de sa vingtaine, je passais des nuits blanches à la faculté de droit, puis je me tuais à la tâche pendant 70 heures par semaine dans un grand cabinet de Manhattan. Il y a 5 ans, j'ai pris le plus grand risque de ma vie et j'ai créé mon propre cabinet spécialisé dans le contentieux des entreprises. Cela a rapporté de façon spectaculaire. L'année dernière, j'ai conclu un accord qui m'a permis d'acheter un pantouse donnant sur Central Park. Le pantouse que tout le monde semblait maintenant penser leur appartenir. Elena, ma chérie, tu es absolument rayonnante. Ma mère, Diane, s'est approchée avec son sourire faux caractéristique, celui qu'elle réservait au moment où elle voulait quelque chose. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et elle portait une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Nous devons avoir une petite conversation en famille. Mon estomac s'est noué. Les conversations en famille chez les Morrison n'étaient jamais de bonnes nouvelles. Maman, c'est le jour du mariage de Tania. Est-ce que ce que tu as à dire peut attendre? En fait, non. Mon père, Robert, s'est matérialisé à côté d'elle, le visage sévère. À 58 ans, il attirait toujours l'attention dans son smoking sur mesure, mais ses yeux contenaient cette déception familière qui m'avait suivi tout au long de mon enfance. Nous avons discuté de ta situation de logement. Ma situation de logement? Je me suis assise, mon champagne ayant soudainement besoin de mes 2 mains libres. Qu'est-ce qu'il y a avec ma situation de logement? Eh bien, ma chérie, la voix de maman a pris ce ton doucereux et séhurant, tu sais que Tania et Nathan fondent leur famille, ils vont avoir besoin de plus d'espace que ce minuscule appartement que Nathan loue. J'ai cligné des yeux. Ils ne sont même pas encore enceintes, maman. Mais ils le seront bientôt. La voix de Tania a traversé le petit cercle lorsqu'elle nous a rejoints, le bras de son nouveau mari enroulé autour de sa taille. À 28 ans, elle était indéniablement belle avec ses cheveux au burn et ses yeux verts. Mais il y avait quelque chose de calculateur dans son expression qui me donnait la chair de poule. Nous prévoyons d'essayer tout de suite. Félicitations, ai-je dit prudemment. Je suis sûr que vous trouverez un endroit charmant pour élever votre famille. Nous l'avons déjà trouvé, a dit Tania, son sourire tranchant. Nous voulons ton pantouse. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pardon? Maintenant, Elena, avant de te mettre sur la défensive, papa a sauté, sa voix prenant ce ton condescendant qu'il utilisait quand il pensait être raisonnable. Pense à ça logiquement. Tu es une femme célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tania et Nathan, en revanche, fondent une famille. Ils ont besoin d'espace pour les enfants, pour leur avenir. Vous voulez que je cède ma maison? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La maison pour laquelle j'avais travaillé pendant des années pour me l'offrir. Pas céder, a corrigé maman rapidement. Échanger. Tu pourrais prendre l'appartement de Nathan. C'est parfaitement convenable pour une personne. Un studio de 55 mètres carrés dans le Queens, ai-je dit froidement. Vous voulez que j'échange mon pantouse de 3 chambres dans l'Upper West Side contre un studio dans le Queens? Elena, ne fais pas ta dramatique, a dit Tania. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. Pourquoi as-tu besoin de 3 chambres? Tu n'as même pas de petite amie. Le commentaire a fait mouche, comme elle l'avait prévu. Tania avait toujours été l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Quand elle a abandonné l'université pour se trouver, ils ont dit que c'était courageux. Quand elle a enchaîné les emplois et les relations, ils ont dit qu'elle explorait ses options. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de la faculté de droit,
Ils se sont inquiétés du fait que je travaillais trop dur. J'ai besoin de ces chambres parce que c'est ma maison, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Je l'ai gagnée, je l'ai payée, et je ne la cède pas. Helena Elizabeth Morrison. La voix de maman est devenue tranchante. C'est incroyablement égoïste. La famille passe avant tout. Toujours. J'ai ri amèrement. Quand est-ce que l'un de vous m'a déjà traité comme un membre de la famille? Quand j'étudiais pour l'examen du barreau et que j'avais besoin de soutien, vous m'avez dit que j'étais asocial. Quand j'ai créé mon propre cabinet et que j'avais du mal, vous avez dit que j'étais imprudente. Quand j'ai finalement réussi, vous avez agi comme si c'était un accident. Ce n'est pas vrai, a dit papa. Mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois où l'un de vous s'est renseigné sur ma vie, mon travail, mon bonheur? Mais au moment où j'ai quelque chose que vous voulez, soudainement, je suis à nouveau un membre de la famille. Tania s'est avancée, le visage rouge de colère. Tu sais quel est ton problème, Helena? Tu as toujours été jalouse de moi. Tu ne supportes pas que je me marie, que je vais avoir la famille que tu n'auras jamais. Je ne suis pas jalouse de toi, Tania. Je suis déçue de toi. Déçue, a-t-elle ri, un son rauque. Tu es déçue de moi? C'est moi qui vais me marier. C'est moi qui vais donner des petits-enfants à maman et papa. Qu'est-ce que tu as fait d'autre à part gagner de l'argent? J'ai construit une vie, ai-je dit doucement. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Je ne vous ai jamais rien demandé. Eh bien, maintenant, nous te demandons quelque chose, a dit papa fermement. Ta sœur a plus besoin de ce pantouse que toi. Il est temps que tu fasses quelque chose pour ta famille au lieu de penser à toi. Robert a raison, a ajouté maman, sa voix devenant plus forte. Les enfants égoïstes ne méritent pas de succès. Tout a été servi sur un plateau, et maintenant tu ne veux même pas aider ta propre sœur. L'accusation était tellement absurde que j'ai failli rire. Servi sur un plateau? J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études de droit. J'ai vécu de nouilles ramen pendant 2 ans en construisant mon cabinet. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Les enfants de ta sœur ont besoin de vraies maisons, la voix de papa a résonné dans la salle de bal, faisant tourner et regarder plusieurs invités à proximité. Pas un appartement exigu. Ils méritent mieux. Ils ne sont même pas encore conçus, ai-je protesté, mais je pouvais voir que j'étais en train de perdre cette bataille. Ma famille avait toujours été douée pour me faire culpabiliser de mon succès. Tania s'est approchée, sa voix basse et venimeuse. Tu sais quoi, Helena? J'en ai assez de faire semblant de me soucier de tes sentiments. J'ai toujours su que j'étais la meilleure fille. Je suis plus jolie, je suis plus aimable. C'est moi qui rends maman et papa fiers. Et maintenant, je vais enfin obtenir ce que j'ai toujours mérité. Les mots sont restés en suspens entre nous comme un défi. Autour de nous, je pouvais voir les invités du mariage commencer à se rassembler, sentant le drame. Certains me fixaient ouvertement maintenant, leur conversation s'éteignant alors qu'ils se concentraient sur notre dispute familiale. Ce que tu as toujours mérité, ai-je répété doucement. Et qu'est-ce que c'est exactement, Tania? Tout, a-t-elle dit simplement. Le pantouse, le respect, la vie que tu as gardée pour toi. Je mérite tout, et je vais enfin l'obtenir. Jamais de mon vivant. La gifle est venue si vite que je ne l'ai pas vue venir. La main de Tania a touché ma joue avec un claquement sec qui a résonné dans la salle de bal. Le son a semblé figer le temps pendant un instant. 200 invités se sont tus, leur conversation s'arrêtant en plein milieu alors qu'ils se tournaient pour regarder le spectacle qui se déroulait devant eux. Puis le rire a commencé. Il a commencé par quelques rires éparpillés des amis de Tania, ceux qui m'avaient toujours méprisé parce que j'étais trop sérieuse, trop concentrée sur le travail. Mais il s'est répandu comme une traînée de poudre à travers la foule. Des invités qui ne me connaissaient même pas riaient, pointaient du doigt, chuchotaient derrière leurs mains. Vous avez vu ça? Elle l'a vraiment giflé. Il était temps que quelqu'un remette Helena à sa place. J'ai toujours su qu'elle était snob. Ma joue brûlait, mais je n'ai pas pleuré. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Au lieu de cela, je suis resté là, sentant le poids de 200 perdus sur moi, écoutant leurs rires, leurs commentaires chuchotés, leurs jugements. Tania souriait maintenant, triomphante. Peut-être que maintenant tu vas commencer à te comporter comme une vraie sœur. Maman et papa se tenaient derrière elle, ne s'excusant pas du comportement de leur fille, ne me défendant pas. Ils ont juste regardé,
attendant de voir si j'allais enfin céder à leurs exigences. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement du pantouse. Il s'agissait de me remettre à ma place, de me rappeler que peu importe à quel point je réussissais, peu importe à quel point je travaillais dur, je serais toujours la déception, celle qui ne comptait pas. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient humilié devant 200 témoins, dont des personnes très importantes dans les milieux juridiques et commerciaux de New York. Des gens qui me connaissaient, qui me respectaient, qui avaient vu ce dont j'étais capable. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone, mes mains étonnamment stables malgré la rage qui me traversait. Sans un mot, j'ai commencé à taper. « Elena, qu'est-ce que tu fais ?» a demandé maman nerveusement. Je l'ai ignoré, continuant à taper. Autour de nous, le rire commençait à s'éteindre alors que les gens réalisaient que je ne réagissais pas comme ils s'y attendaient. Je ne pleurais pas, je ne m'enfuyais pas en ayant honte. Je faisais quelque chose de complètement différent. « Elena, range ça » a exigé papa. « Tu t'embarrasses. »« Non » ai-je dit doucement, toujours en train de taper. « Je ne suis pas celle qui devrait avoir honte. » Tania a essayé de saisir mon téléphone, mais j'ai reculé, appuyant sur envoyer juste au moment où ses doigts effleuraient l'écran. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle sifflé. J'ai levé les yeux vers elle, vers mes parents, vers la foule d'invités qui nous regardaient toujours avec une fascination non dissimulée. J'ai choisi la vengeance qui vous réduirait au silence à jamais. La confusion sur leur visage était presque comique. Ils s'attendaient clairement à ce que je cède à leurs exigences ou que je sorte en trombe en larmes. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me défende. Mon téléphone a vibré avec une réponse, puis une autre, puis plusieurs autres en succession rapide. « Elena, qu'est-ce que tu as envoyé ?» La voix de maman était stridente maintenant, la panique s'installant. J'ai souri, le premier sourire sincère que j'avais ressenti de toute la soirée. J'ai envoyé un message à mon groupe de discussion. Tu sais, celui avec tous mes amis avocats, les journalistes avec qui j'ai travaillé, les contacts professionnels que j'ai établis au fil des ans, les personnes qui comptent vraiment dans cette ville. Le visage de Tania est devenu blanc. Quel genre de message ? Juste une petite mise à jour sur les événements de ce soir. Comment ma famille a exigé que je cède mon pantouse à ma sœur et à son nouveau mari. Comment ma mère a crié que les enfants égoïstes ne méritent pas de succès. Comment mon père a dit que les enfants hypothétiques de ma sœur avaient besoin de vraies maisons plus que moi. Comment ma sœur m'a giflé devant 200 personnes parce que je ne voulais pas céder le travail de toute ma vie. La salle de bal était devenue complètement silencieuse maintenant. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. J'ai aussi mentionné comment tout le monde a ri quand j'ai été agressé, ai-je continué, ma voix portant clairement à travers le silence. Combien ils ont trouvé amusant qu'une femme prospère soit remise à sa place par sa famille. Elena, tu dois supprimer ça tout de suite, a dit papa, sa voix dangereusement basse. Supprimer quoi? La vérité? J'ai haussé les épaules. Trop tard de toute façon. Ça a déjà été partagé. Tu sais comment fonctionnent les médias sociaux, papa. Une fois que quelque chose est sorti, c'est sorti pour toujours. Mon téléphone vibrait constamment maintenant. Des messages de soutien, de l'indignation en mon nom, des demandes de plus de détails. L'histoire se répandait plus vite que je ne l'avais prévu. Espèce de garce vindicative, a grogné Tania, mais sa voix tremblait maintenant. Non, Tania. J'en ai juste assez d'être ton paillasson. Nathan, qui était resté silencieux tout au long de cet échange, a finalement pris la parole. Elena, peut-être qu'on peut arranger ça. On ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. Je l'ai regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Tu t'es marié dans la mauvaise famille, Nathan. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il demandé, une confusion sincère dans sa voix. Je veux dire que ta nouvelle femme et tes beaux-parents viennent de se faire des ennemis très puissants. Tu sais qui est la juge Margaret Jen? Elle était là ce soir. Elle a tout vu. Elle m'a déjà envoyé un texto pour exprimer son dégoût pour le comportement de ta femme. Le visage de Tania est passé du blanc au vert. La juge Jen était l'une des juges les plus respectées de New York, connue pour sa tolérance zéro envers les comportements prétentieux. Et David Rodriguez du Times? Il me suit depuis toute la soirée en essayant d'obtenir une interview sur ma dernière affaire. Il a tout vu. Il me demande si je veux commenter la façon dont les femmes prospères sont traitées par leur famille. Elena, arrête, appelez des mamans.
Tu vas ruiner le mariage de Tania. Tania a ruiné son propre mariage quand elle a décidé de m'agresser devant 200 personnes. Ce n'était qu'une gifle, a protesté Tania. Tu fais ta dramatique. C'était une agression, Tania. Et elle a été témoignée par 200 personnes, dont plusieurs avocats, un juge et apparemment un journaliste. Tu veux savoir ce que je mérite? Je mérite de ne pas être agressé physiquement par ma propre famille. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai souri. Oh, c'est intéressant. C'est Amanda Walsh de Walsh & Associates. Tu sais, le cabinet d'avocats qui s'occupe des affaires de gestion de la réputation très médiatisée. Elle offre ses services à titre gracieux. Le sang a quitté le visage de Tania. La gestion de la réputation signifiait une chose dans la société new-yorkaise, le contrôle des scandales. Et si Amanda Walsh appelait, cela signifiait que l'histoire se répandait déjà au-delà de mon cercle immédiat. Elena, s'il te plaît, la voix de Tania était à peine un murmure. Maintenant, je suis désolé. Je ne voulais pas te frapper. J'étais juste émotive. Tu es désolé, ai-je ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Tu es désolé qu'il y ait des conséquences à tes actes. Tu es désolé de ne pas pouvoir simplement prendre tout ce que tu veux de moi sans résistance. Mais tu n'es pas désolé de ce que tu as fait. Je suis désolé, a-t-elle insisté. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à tout le monde que c'était une erreur. Trop tard pour ça. Le mal est fait. Et c'était le cas. Je pouvais le voir sur les visages des invités autour de nous. Le rire s'était complètement éteint, remplacé par des chuchotements inconfortables et des regards appuyés. Les gens qui avaient trouvé mon humiliation amusante regardaient maintenant Tania avec dégoût. Les publications sur les médias sociaux devenaient déjà virales. Et dans les cercles élitistes de New York, la réputation était primordiale. « Qu'est-ce que tu veux » a demandé papa doucement, la défaite clairement dans sa voix. « Je veux que vous me laissiez tranquille » ai-je dit simplement. « Vous tous. Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme un guichet automatique. Arrêtez de vous attendre à ce que je sacrifie mon bonheur pour le confort de Tania. Et arrêtez de faire semblant que la famille signifie quelque chose pour vous au-delà de ce que vous pouvez obtenir de moi. Elena, nous sommes toujours une famille, a dit maman faiblement. Non, nous ne le sommes pas. Une famille n'exige pas que vous cédiez votre maison. Une famille ne vous crie pas dessus en public. Une famille ne vous agresse pas à un mariage. Une famille se soutient, célèbre les succès de chacun et se traite avec respect. Vous n'avez jamais fait aucune de ces choses pour moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un texto de mon assistante. Elena, TMZ appelle. Ils veulent savoir si tu es l'avocate qui a été agressée au mariage du Ritz-Carlton. Qu'est-ce que je dois leur dire? J'ai tenu le téléphone en l'air pour que tout le monde puisse voir le message. TMZ appelle. Ça va devenir une histoire très publique. Tania a commencé à pleurer maintenant, son maquillage parfait coulant sur ses joues. Elena, s'il te plaît. C'est le jour de mon mariage. Ne le gâche pas. Je ne gâche rien, Tania. Je refuse juste d'être ta victime plus longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire? A demandé Nathan désespérément. Comment on répare ça? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mes parents, puis j'ai regardé ma sœur, qui sanglotait dans sa robe de mariée. Vous ne pouvez pas réparer ça, Nathan. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils font. Ils prennent et prennent et prennent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand vous dites enfin non, ils vous attaquent pour ça. La salle de bal commençait à se vider maintenant. Les invités présentaient leurs excuses, s'éloignant de ce qui était clairement un désastre familial. Le mariage parfait de Tania s'effondrait, et tout le monde voulait prendre ses distances par rapport au drame. Le pantouse est à moi, ai-je dit doucement. Je l'ai gagné, je l'ai payé et je le garde. Si tu veux vivre dans un endroit agréable, Tania, trouve un emploi. Travaille pour ça comme je l'ai fait. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça, a-t-elle chuchoté. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu si longtemps. Je me suis tourné pour partir, mais papa a attrapé mon bras. Elena, attends. On peut arranger ça. Conseil familial, médiation, ce que tu veux. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis j'ai levé les yeux sur son visage. Lâche-moi, papa. Il m'a lâché immédiatement, réalisant clairement à quoi cela ressemblerait s'il me retenait physiquement après ce qui venait de se passer. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit.
Vous avez fait votre choix ce soir. Vous avez choisi Tania à ma place, comme vous l'avez toujours fait. Vous avez choisi son confort plutôt que mon travail acharné. Vous avez choisi ses exigences plutôt que mes limites. Et quand j'ai dit non, vous avez choisi de la regarder m'agresser plutôt que de me défendre. On ne savait pas qu'elle allait te frapper, a protesté maman. Mais vous ne l'avez pas arrêtée. Vous ne vous êtes pas excusé. Vous n'avez même pas vérifié si j'allais bien. Vous êtes juste resté là et vous avez laissé faire. J'ai commencé à marcher vers la sortie, mes talons claquant sur le sol en marbre. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots de Tania, les chuchotements frénétiques de maman, les marmonnements de colère de papa. Mais je ne me suis pas retourné. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. La salle de bal autrefois grandiose ressemblait maintenant à la scène d'un désastre. Les invités du mariage étaient dispersés en petits groupes, chuchotant et pointant du doigt. La mariée pleurait dans son maquillage ruiné. Le marié avait l'air choqué, et mes parents essayaient de contrôler les dégâts qui leur échappaient déjà. Vous savez ce qui est drôle, ai-je crié, ma voix portant à travers la pièce presque vide. Je vous aurais aidé si vous m'aviez demandé gentiment. Si vous étiez venu me voir avec respect, si vous m'aviez traité comme un membre de la famille au lieu d'un compte bancaire, je vous aurais aidé à trouver un endroit agréable pour vivre. J'aurais peut-être même aidé avec la compte. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mais vous n'avez pas demandé d'aide. Vous avez exigé ma maison. Vous m'avez crié dessus, vous m'avez insulté, puis vous m'avez agressé physiquement quand j'ai dit non. Alors maintenant, vous n'avez rien. Je suis sorti du Ritz-Carlton la tête haute, laissant derrière moi l'épave du mariage de ma sœur et de la réputation de ma famille. La descente en ascenseur a semblé durer une éternité. Alors que les portes se fermaient derrière moi, je pouvais encore entendre le chaos de la salle de bal, des voix étouffées, des pleurs, le bruit des chaises qui grattaient le marbre alors que les invités restants se dépêchaient de partir. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis que j'avais envoyé ce message. Et à chaque notification, je ressentais un mélange de justification et d'appréhension. Le hall d'entrée était heureusement calme. Le directeur de nuit, un homme distingué dans la cinquantaine, s'est approché de moi avec une inquiétude gravée sur son visage. « Mademoiselle Morrison, tout va bien ? Nous avons entendu dire qu'il y avait eu une agitation à l'étage. » Je me suis arrêté, réalisant que même le personnel de l'hôtel avait entendu parler de l'incident. « Je vais bien, merci. Juste des drames familiaux. » Il hocha la tête diplomatiquement, mais je pouvais voir la curiosité dans ses yeux. D'ici demain, cette histoire ferait le tour du réseau de commérage du personnel de l'hôtel, puis se propagerait à d'autres établissements de luxe de la ville. Dans les cercles d'élite de New York, le scandale voyageait plus vite qu'un feu de forêt. Dehors, l'air frais d'octobre me frappa le visage comme une gifle. Ironique, considérant que j'avais déjà été giflé une fois ce soir. Je suis resté sur le trottoir un instant, regardant le trafic descendre Central Park South, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Une partie de moi n'arrivait pas à croire que je l'avais réellement fait. L'autre partie se demandait pourquoi ça avait pris autant de temps. Mon téléphone a sonné. C'était ma meilleure amie, Riley, une procureure que j'avais rencontrée pendant ma première année au cabinet. « Elena, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de voir ton message groupé et maintenant il y a des photos partout sur Instagram. Tania t'a vraiment frappé ? » Elle l'a fait. J'ai commencé à marcher vers le métro, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose avec l'adrénaline qui me parcourait encore les veines. Purée. Tu vas bien ? Tu veux que je vienne ? Je vais bien, Jess. En fait, je vais mieux que bien. Je pense que je suis enfin libre. Libre de prétendre qu'ils sont réellement ma famille. Libre de me sentir coupable de mon succès. Libre de marcher sur des œufs à chaque fois que je suis près d'eux. Il y a eu une pause à l'autre bout. Elena, tu sais que ça va être compliqué, non ? Genre, vraiment compliqué. Je sais, mais j'en ai marre d'être celle qui doit toujours nettoyer leurs dégâts. Qu'ils se débrouillent pour une fois. Et tes parents ? Ils vont être dévastés. Je me suis arrêté de marcher. Jess, ils sont restés là à regarder leur fille m'agresser en public. Ils ont exigé que je renonce à mon logement pour leur enfant chéri. Ils m'ont traité d'égoïste parce que je voulais garder ce pourquoi j'ai travaillé. À quel moment suis-je censé commencer à me soucier de leurs sentiments ? Tu as raison, dit-elle doucement. Je suis désolé. Je sais juste.
Je sais à quel point la famille compte pour toi. La famille compte plus que tout pour moi, mais ils ont cessé d'être ma famille il y a longtemps. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Après avoir raccroché avec Riley, j'ai décidé de rentrer à pied au lieu de prendre le métro. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour assimiler ce qui venait de se passer et ce qui allait probablement arriver. La marche de 40 blocs de Midtown à mon Penthouse de l'Upper West Side me donnerait ce temps. Pendant que je marchais, mon téléphone a continué de vibrer avec des messages. Certains étaient de collègues qui avaient été au mariage, exprimant leur choc et leur soutien. D'autres étaient d'amis qui avaient vu la publication se répandre sur les réseaux sociaux. Quelques-uns étaient de journalistes qui avaient réussi à obtenir mon numéro, voulant des citations sur l'incident. Le message le plus surprenant venait de Patricia Winters, l'associée principale de mon ancien cabinet. Nous nous étions séparés en bons termes lorsque j'étais parti pour créer mon propre cabinet, mais nous nous parlions rarement maintenant. Elena, je viens d'entendre parler de ce soir. Je veux que tu saches que tu as mon soutien total. Ce qui t'est arrivé est inacceptable, et je suis fier que tu te sois défendu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. En lisant son message, j'ai senti des larmes me monter aux yeux pour la première fois de la soirée. Pas des larmes de tristesse ou de douleur, mais des larmes de gratitude. Voici quelqu'un qui connaissait à peine ma famille, qui n'avait aucune obligation de me soutenir, qui offrait son aide simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Cela m'a fait réaliser à quel point ma famille s'était trompée à mon sujet. Ils m'ont dépeinte comme une égoïste, comme quelqu'un qui ne se souciait que de l'argent et du succès. Mais les messages qui inondaient mon téléphone racontaient une histoire différente. Ils venaient de personnes qui connaissaient la vraie moi, la personne qui avait encadré les jeunes collaborateurs, qui avait fait du travail pro bono pour les victimes de violences domestiques, qui avait fait du bénévolat dans des cliniques d'aide juridique, même lorsque je travaillais 80 heures par semaine. Au moment où j'ai atteint mon immeuble, j'avais plus de 200 messages et appels manqués. Mon portier, Carlos, m'a regardé avec inquiétude quand je suis entré dans le hall. « Mademoiselle Elena, ça va ? Vous avez l'air d'avoir passé une mauvaise soirée. » Carlos travaillait dans mon immeuble depuis 15 ans. Il m'avait vu traverser le stress de l'école de droit, les ruptures amoureuses, les changements de carrière et d'innombrables nuits blanches. Il me connaissait mieux que ma propre famille. J'ai passé de meilleures soirées, Carlos, mais je pense que les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Il a souri. C'est bon à entendre. Vous méritez tout le bonheur du monde. Dans l'ascenseur, je me suis enfin autorisé à vraiment regarder mon reflet dans les murs en miroir. Ma joue était encore rouge de la gifle de Tania. Mes cheveux étaient légèrement en désordre et mon maquillage était estompé, mais mes yeux étaient clairs et déterminés. J'avais l'air de quelqu'un qui avait traversé une bataille et en était sorti victorieux. Mon Penthouse ressemblait à un sanctuaire quand j'ai franchi la porte. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de la ville, les lumières scintillant comme des étoiles. C'était mon espace, ma réussite, ma maison, et personne n'allait me l'enlever. Je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur mon canapé, me permettant enfin de faire défiler les publications sur les réseaux sociaux qui se répandaient sur l'incident. Quelqu'un avait filmé Tania en train de me gifler, pensant probablement que c'était drôle sur le moment, et l'avait posté sur Instagram. La vidéo avait déjà été partagée des centaines de fois, avec des commentaires allant de l'indignation au soutien. C'est dégoûtant. Qui frappe quelqu'un à un mariage? Cette avocate est mon héroïne pour ne pas avoir reculé. La sœur est clairement prétentieuse à souhait. Famille ou pas, l'agression est une agression. Je n'arrive pas à croire que tout le monde riait. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Mais il n'y avait pas que des internautes aléatoires qui commentaient. J'ai reconnu des noms de la communauté juridique new-yorkaise, des chefs d'entreprise, même quelques célébrités qui avaient apparemment vu la vidéo. L'histoire prenait une ampleur considérable, se répandant bien au-delà des limites du mariage de Tania. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon assistante, Maria, qui appelait depuis son numéro personnel. « Elena, je suis vraiment désolé de vous déranger un samedi soir, mais je reçois des appels toute la soirée. La messagerie vocale du bureau est pleine et des journalistes n'arrêtent pas d'appeler ma ligne personnelle pour demander des déclarations. » Quel genre de journaliste? Tout le monde. Les informations locales, page 6, TMZ, même CNN. Cette histoire est partout. J'ai fermé les yeux, me sentant soudainement épuisé. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent savoir si vous portez plainte, si vous comptez poursuivre en justice,
Comment étaient vos relations familiales avant cela? Certains posent des questions sur votre cabinet d'avocat et votre réussite. Quelques-uns veulent en savoir plus sur votre vie amoureuse. Bien sûr, ils l'ont fait. Une femme célibataire qui réussit et qui est agressée par sa sœur mariée. C'était le genre d'histoire qui alimentait tous les récits sur les femmes, le succès et la dynamique familiale. Maria, j'ai besoin que vous rédigiez une déclaration. Gardez-la simple et professionnelle. Quelque chose comme « Madame Morrison est reconnaissante du déferlement de soutien qu'elle a reçu. Elle se concentre sur son travail et ses clients pour le moment et ne fera aucun autre commentaire public sur cette affaire familiale privée. » Dois-je mentionner quoi que ce soit au sujet du dépôt de plainte? J'ai hésité. La vérité était que je n'avais même pas pensé à porter plainte. La gifle de Tania avait été plus une question d'humiliation que de dommages physiques, mais la question m'a fait réaliser que j'avais des options que je n'avais pas envisagées. Ne mentionnez pas les accusations non plus. Gardons nos options ouvertes. Après avoir raccroché avec Maria, j'ai réalisé que j'avais faim. Je n'avais rien mangé au mariage, trop nerveuse à cause de la confrontation familiale que je sentais venir. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise et je me suis installé pour vraiment examiner les retombées des événements de ce soir. En fin de soirée, l'histoire gagnait sérieusement du terrain sur les réseaux sociaux. La vidéo Instagram de la gifle avait été republiée par plusieurs comptes de potins, accumulant des milliers de vues en quelques heures. Mais plus intéressants étaient les articles de fond déjà écrits sur l'incident. Une blogueuse féministe avait écrit sur les femmes que l'on attendait qu'elles sacrifient leur succès pour la famille. Un thérapeute familial avait posté sur les dynamiques familiales toxiques. Un expert juridique expliquait les lois sur les agressions à New York. Mon histoire était devenue plus grande qu'un simple drame familial. Elle avait touché quelque chose de plus profond aux des conversations sur le succès, le genre, les attentes familiales et le fait de se défendre. Le compte Instagram de Tania, qui était plein de photos de mariage et de célébration il y a quelques heures à peine, était maintenant inondé de commentaires négatifs. Les gens la traitaient de prétentieuse, d'abusive et de gâtée. Son hashtag de mariage, #TaniaNathanForever, était utilisé ironiquement pour partager la vidéo d'elle en train de me frapper. J'avais presque pitié d'elle, presque. Puis je me suis souvenu du regard de triomphe sur son visage quand elle m'avait giflé, de la façon dont elle avait ricané en disant qu'elle obtenait enfin ce qu'elle méritait, et la sympathie s'est évaporée. Ma nourriture est arrivée, et pendant que je mangeais le pad thaï, j'ai commencé à recevoir des appels de sources inattendues. Ma colocataire de l'université, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, a appelé pour exprimer son soutien. Une cousine du côté de mon père, quelqu'un qui avait toujours été le mouton noir de la famille, a contacté pour partager ses propres histoires de mauvais traitements par des proches. Même ma conseillère d'orientation du lycée, qui avait apparemment vu l'histoire sur Facebook, a appelé pour dire qu'elle était fière du chemin que j'avais parcouru. Mais l'appel le plus significatif est venu de la juge Margaret Chen, qui était au mariage. Elena, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. J'ai trouvé votre numéro dans le répertoire du tribunal. Je voulais personnellement m'excuser pour ce dont j'ai été témoin ce soir. Juge Chen, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez rien fait de mal. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû dire quelque chose quand j'ai vu ce qui se passait. Au lieu de cela, je suis resté là comme tout le monde. Vous étiez une invitée à un mariage, pas un arbitre dans une dispute familiale. Peut-être, mais j'y pense toute la soirée, et je reviens toujours à quelque chose. Ce n'était pas juste un drame familial, Elena. C'était un schéma d'abus. Abus émotionnel, abus financier, puis abus physique. Je l'ai vu trop de fois dans ma salle d'audience. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'étais tellement concentré sur la gifle, sur les demandes pour mon pantouse, que je n'avais pas vraiment considéré la situation dans son ensemble. Mais elle avait raison. Ce n'était pas juste une mauvaise soirée. C'était le point culminant d'années pendant lesquelles ma famille m'avait traité comme son guichet automatique personnel, ignorant mes réalisations et me faisant me sentir coupable de mon succès. Je n'y ai jamais pensé de cette façon, je l'admets. L'abus n'est pas toujours évident, surtout quand il vient de la famille. Nous sommes conditionnés à accepter des comportements de la part de parents que nous ne tolérerions jamais de la part d'étrangers. Mais ce que j'ai vu ce soir, les demandes financières, l'humiliation publique, la violence physique, c'est un cas d'école d'abus familial. Après avoir raccroché avec la juge Chen, je suis resté assise dans mon appartement pendant longtemps, pensant à ces mots. Avais-je vraiment été maltraité par ma famille?
Cela semblait être un mot trop fort. Ils ne m'avaient jamais frappé avant ce soir. Ils ne m'avaient jamais menacé ou essayé de contrôler ma vie quotidienne. Mais ils avaient constamment sapé mes réalisations, m'avaient fait me sentir coupable de mon succès et s'attendaient à ce que je sacrifie mon bonheur pour la commodité de Tania. Ils m'ont traité comme un compte bancaire plutôt que comme une fille et une sœur. Et quand j'ai finalement dit non, ils m'ont publiquement humilié et physiquement agressé. Peut-être que la juge Chen avait raison. Peut-être que c'était de l'abus, juste sous une forme que je n'avais pas reconnue. La réalisation était à la fois libératrice et déchirante. Libératrice parce qu'elle confirmait que j'avais raison de couper les ponts avec eux, déchirante parce qu'elle signifiait accepter que ma famille ne m'avait jamais vraiment aimé. Ils aimaient juste ce que je pouvais leur fournir. Alors que la nuit avançait, je me suis en fait sentie reconnaissante de la gifle de Tania. C'était le signal d'alarme dont j'avais besoin, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase qui m'avait donné le courage de cesser d'encourager leur comportement. Sans cela, j'aurais peut-être continué à être leur paillasson pendant des années à venir. À 2 heures du matin, j'étais épuisé mais étrangement en paix. J'avais coupé les notifications de mon téléphone pour arrêter le bourdonnement constant et je me préparais à me coucher quand j'ai entendu l'interphone de l'immeuble. J'ai vérifié le moniteur vidéo et j'ai vu Tania debout dehors, toujours dans sa robe de mariée, le mascara coulant sur ses joues. Elle a levé les yeux vers la caméra et a murmuré « s'il te plaît ». Pendant un instant, j'ai hésité. Elle avait l'air tellement brisée, tellement désespérée. La sœur avec qui j'avais grandi, malgré tout, se tenait devant mon immeuble dans sa robe de mariée ruinée, suppliant de l'aide. Puis je me suis souvenu de son sourire triomphal après qu'elle m'ait giflé. Je me suis souvenu qu'elle avait dit qu'elle méritait tout ce pour quoi j'avais travaillé. Je me suis souvenu du rire de 200 personnes alors que j'étais là, humilié et seul. J'ai éteint le moniteur et je suis allé me coucher. L'histoire a éclaté en une de page 6 le lendemain matin. Une avocate agressée par sa sœur lors d'un mariage huppé, tel était le titre, accompagné d'une photo prise par quelqu'un de Tania en train de me gifler. L'article détaillait tout l'incident, des exigences de ma famille pour mon pantouse à l'agression devant 200 témoins. À midi, c'était en tendance sur les réseaux sociaux. #agression au mariage et #douleur familiale devenaient viraux, avec des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de membres de la famille qui se croyaient tout permis et soutenant ma décision de me défendre. La nouvelle belle-mère de Tania l'a appelé cet après-midi-là pour l'empêcher de participer à la fête de Noël familiale. Le cabinet d'avocats de Nathan a lancé une enquête interne après que plusieurs clients ont exprimé leur inquiétude quant à son association avec l'incident. L'adhésion au club de campagne de maman et papa a été discrètement suspendue en attendant un examen. La vengeance que j'avais choisie n'était ni violente ni illégale. C'était simplement la vérité, amplifiée par la puissance des réseaux sociaux et les relations que j'avais passé des années à construire. Parfois, l'arme la plus dévastatrice consiste simplement à laisser les gens voir qui est vraiment quelqu'un. Tania m'a appelé une semaine plus tard, en pleurant et en me suppliant de l'aider à contrôler les dégâts. Elle avait été renvoyée de son emploi dans une agence de relations publiques boutique après que des clients ont commencé à annuler leur contrat. Nathan faisait face à un examen de déontologie professionnelle. Leur lune de miel avait été écourtée lorsque des photographes ont commencé à les suivre. « Elena, s'il te plaît » sanglota TL au téléphone. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu voulais m'humilier, dis-je calmement. Tu voulais me forcer à renoncer à mon logement. Tu voulais me remettre à ma place devant 200 personnes. La seule chose que tu ne voulais pas, c'était faire face aux conséquences. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à tout le monde que j'avais tort. Tania, arrête. J'étais assise dans mon pantouse, regardant la vue sur Central Park que j'avais travaillé si dur pour me permettre. Tu ne peux pas t'excuser pour te sortir de ça. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as fait, et tu ne peux pas me forcer à te pardonner juste parce que tu fais enfin face aux conséquences. Mais nous sommes une famille, murmura-t-elle. La famille ne s'agresse pas mutuellement, Tania. La famille n'exige pas de sacrifice qu'elle n'est pas disposée à faire elle-même. La famille ne rit pas quand l'un des siens est humilié. Je sais, j'ai tout gâché, mais s'il te plaît, aide-moi à réparer ça. Je ne peux pas réparer ça pour toi. C'est quelque chose avec lequel tu dois vivre. Elle a raccroché en pleurant, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. 6 mois plus tard, Tania et Nathan ont divorcé. Le stress du scandale, combiné à la pression financière de la perte de leurs emplois, avait détruit leur mariage avant qu'il ne commence vraiment.
Tania est retournée vivre chez nos parents, qui étaient confrontés à leur propre exil social. Les affaires de papa ont souffert alors que les clients se distançaient de la famille qui était devenue synonyme de droit et d'avidité. Pendant ce temps, mon cabinet a prospéré. La publicité, bien qu'initialement inconfortable, a finalement joué en ma faveur. Je suis devenue connue comme l'avocate qui ne se laisserait pas intimider, qui se défendait même si cela signifiait rester seule. De nouveaux clients me cherchaient spécifiquement parce qu'ils avaient entendu parler de mon refus de céder. Je n'ai jamais récupéré ma famille, mais j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment eu au départ. Ce que j'avais, c'était un groupe de personnes qui me considéraient comme une ressource à exploiter, pas une personne à aimer. Le Penthouse est resté le mien, bien sûr. J'ai finalement converti l'une des chambres d'amis en bureau à domicile et l'autre en chambre d'amis pour les amis qui se souciaient réellement de moi. L'espace que Tania avait prétendu que je n'avais pas besoin s'est rempli des relations que j'ai construites avec des personnes qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. Parfois, je me demande si j'aurais pu gérer les choses différemment, s'il y avait un moyen de maintenir mes limites sans détruire ma famille. Mais ensuite, je me souviens du son de cette gifle résonnant dans la salle de bal, du rire de 200 personnes et du regard de triomphe sur le visage de Tania quand elle pensait avoir gagné. J'ai choisi la vengeance qui les ferait taire à jamais, et ça a marché. Ils ne m'ont plus jamais rien demandé. Le silence était exactement ce que je voulais, même si ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. En fin de compte, j'ai appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se venger de quelqu'un. Parfois, c'est juste refuser de les laisser s'en tirer. Parfois, c'est se lever et dire « Non, vous n'avez plus le droit de me traiter comme ça ». Et parfois, c'est suffisant pour tout changer.